Bismillahirrahmanirrahim. Donc on se retrouve encore une fois pour continuer la suite de vidéos sur le cours d'algorithmique présenté pour les premières années MI ou bien spécialement informatique. Donc après la petite introduction qu'on a vue la dernière fois, on va commencer maintenant le langage algorithmique ou bien comment élaborer, comment écrire des algorithmes. Alors lorsqu'on a un problème donné, on doit trouver une solution et pour trouver justement cette solution, il faut suivre quelques étapes afin d'aboutir au résultat. La première étape lorsque vous avez un problème donné, c'est l'analyse du problème. Ça veut dire qu'on va étudier ce problème-là, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit trouver, et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a défini notre vœu, on va voir quelles sont les données qu'on va utiliser. Qu'est-ce que je dois utiliser pour aboutir ou bien pour résoudre ce problème-là. La définition des données ou bien ce qu'on veut faire par la définition des données, c'est définir les caractéristiques de ces données-là. Donc, c'est quoi ces données et quels sont leurs types. Donc, c'est quoi comme données. L'analyse vous donne aussi le résultat qu'on doit trouver à la fin. Donc, on doit aussi définir ces résultats-là. De la même manière, donc, on doit définir les caractéristiques de ces données, de ces résultats et le type de résultat. Pardon. Et enfin, puisque c'est une solution, donc on va trouver la relation qui existe entre les données et les résultats. Donc, comment je peux passer des données que j'ai au début au résultat que je dois trouver à la fin de la solution de ce problème. Un exemple. Un exemple très pratique, par exemple, dans la vie courante. Donc, si on veut préparer un litre de jus d'orange naturel concentré à 60%, on vous demande, c'est ça notre problème. Donc, on vous demande de préparer un litre de jus d'orange naturel concentré à 60%. Les étapes pour résoudre ce problème-là, c'est l'analyse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Préparer un jus d'orange naturel concentré à 60%. Donc, ça consiste à extraire 60 centilitres, 60%, donc 60 centilitres de jus du fruit orange, parce qu'on veut un jus d'orange, puis lui rajouter 40 centilitres, parce que c'est 60%, d'eau. Maintenant, pour le sucre, donc on peut ajouter du miel ou bien des dattes afin d'éviter le poison blanc, le sucre. Donc ça, c'est l'analyse. On sait bien qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. C'est préparer un jus donc à 60% de concentration, donc extraire 60 centilitres du jus de fruits naturel et lui rajouter 40 centilitres d'eau avec des dattes ou bien du miel pour le sucré. Bien. Une fois qu'on a bien défini ce qu'on veut faire, maintenant on passe aux données. J'ai besoin de quoi? Alors, puisque je dois extraire du jus d'orange, donc j'ai besoin des oranges. Donc, on va dire que pour préparer 1 litre ou bien 60 centilitres de jus, on va choisir quelques 5 à 8 oranges. Donc, suivant la qualité, donc qu'elles soient juteuses ou plus ou moins juteuses. Donc, le nombre d'oranges qu'on va utiliser dépend de la qualité de ces oranges-là. Ensuite, on doit préparer notre 40 centilitres d'eau, du miel ou bien des dattes, suivant ce qu'on veut comme goût, pour le sucre de ce jus-là. Bien, c'est ça les données. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire notre préparation. Bien sûr, en plus de quelques outils pour faire les préparations. Donc, j'ai besoin du couteau, d'une presse ou bien d'un mixeur, d'un récipient pour y mettre le jus à la fin, une bouteille, une passoire par exemple, un entonnoir. Donc, ça, c'est les outils qui nous aident à faire notre préparation. Le résultat, c'est quoi? Donc, les données, c'est les oranges, l'eau, et les dattes ou bien le miel et quelques outils. Le résultat, c'est 1 litre de jus
liquide, donc ça c'est le type. Donc 1 litre de jus, donc c'est les caractéristiques des résultats. Liquide, c'est le type. Donc on a dit qu'on doit définir les caractéristiques des données et leur type, et les caractéristiques des résultats et leur type. Donc pour les données, les caractéristiques, donc c'est des oranges, c'est du fruit naturel, c'est 40 centilitres d'eau, donc liquide, quelques outils. Pour le résultat, donc c'est ça. Donc le résultat, c'est un jus concentré à 60%. Bien, maintenant la relation entre les résultats et les données. Comment on est passé, ou là, comment on doit passer de ces données-là pour arriver à ce résultat. Alors dans ce cas, pour passer des données au résultat, on doit exécuter quelques actions. Les actions, c'est quoi? Donc première chose à faire, c'est laver les oranges, si elles ne sont pas propres, bien sûr. Si elles sont déjà propres, donc on peut éviter cette action-là. Alors, première action, c'est laver les oranges. Deuxième action, c'est couper en deux, si on utilise une presse, ou bien les peler, c'est-à-dire enlever la peau, puis les couper en morceaux, si on utilise un mixeur. Et bien sûr, enlever les pépins pour ne pas avoir un jus un peu avec un goût des pépins. Troisième étape, si on utilise les dattes pour le sucré, donc on doit dénoyauter, enlever les noix, puis couper en morceaux. Maintenant, si on utilise du miel, ce n'est pas la peine de faire cette étape-là. Ensuite, on va presser les oranges, ou bien les mixer, suivant l'outil qu'on a utilisé, la presse ou bien le mixeur. Alors, si on utilise les dattes, donc on va mixer. Si on utilise du miel, donc on va presser seulement, donc ça suffit. Donc, suivant l'outil qu'on va utiliser, ou bien presser, ou bien mixer. Cinquième étape, donc si on utilise une presse, on va diluer le miel dans l'eau. Mais si on utilise un mixeur, donc on va verser le tout dans le mixeur et on va mixer le tout en même temps. Sixième étape, c'est mettre le tout dans le récipient. Une fois qu'on a pressé ou bien mixé, donc on va mettre le tout dans le récipient. Et enfin, on va verser dans la bouteille à travers l'entonnoir. Et si on veut un jus clair, on utilise donc la passoire. Bien. Donc ça, c'est les étapes de préparation de ce jus-là qui était notre problème initial. Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle un algorithme. Donc ces étapes-là, l'analyse, définition des données, définition des résultats, la relation qui existe entre les données et les résultats, ces étapes-là d'exécution, c'est exactement ce qu'on appelle un algorithme. Alors, on peut définir maintenant l'algorithme et on va dire qu'un algorithme, c'est une suite finie. Donc, vous voyez là, à la septième étape, ça y est, on a abouti au résultat. Donc, c'est une suite finie. Ça veut dire qu'on ne va pas exécuter des actions d'une manière infinie. D'actions élémentaires, ça veut dire que ce sont des actions simples, presser, laver, diluer, verser. Donc ça, c'est des opérations très simples. Donc d'actions élémentaires exécutées dans un ordre précis, c'est-à-dire l'ordre des actions, c'est très important. Donc on ne peut pas, par exemple, commencer par verser avant de mixer, ou bien diluer avant de laver. Donc ça, c'est l'ordre des actions. Sur un ensemble de données, donc une fois que vous avez les données, vous allez exécuter bien sûr ces actions-là sur ces données-là, et permettant de résoudre un problème, donc d'aboutir au résultat. Donc ça, c'est parmi les définitions, parce que vous pouvez trouver plusieurs définitions d'un algorithme sur le net, par exemple. Donc, j'ai choisi celle-ci, mais pratiquement toutes les définitions, donc, ils sont dans le même sens. Bien, vous allez me dire, bon, on n'est pas dans une cuisine là pour préparer des jeux. Là. Non, on est informatique. Donc, dans un problème informatique, c'est quoi ces étapes-là?
ou bien comment on arrive à résoudre un problème informatique. L'analyse, la définition des données, définition des résultats et la relation qui existe entre les données et les résultats. Dans le domaine informatique ou bien dans un problème informatique, c'est quoi l'analyse? L'analyse donc consiste à définir tous les objets utilisés représentant les données en entrée et les résultats en sortie. Donc l'analyse, elle consiste à l'étude du problème et à travers cette analyse-là, donc on va définir les objets utilisés représentant les données en entrée et les résultats en sortie. Vous allez me dire. Ensuite, on va définir toutes les actions élémentaires. Donc, ça consiste à définir les données et les résultats. Ensuite, définir toutes les actions élémentaires qui seront exécutées dans l'ordre pour aboutir au résultat. Donc, exécutées par une machine, bien sûr, maintenant. Parce qu'on passe, ce n'est pas nous qui allons exécuter. On donne les étapes à la machine. Donc, définir toutes les actions élémentaires qui seront exécutées dans l'ordre, parce que c'est la définition même d'un algorithme, pour aboutir au résultat. Vous allez me dire maintenant, c'est quoi un objet? On va définir tous les objets utilisés. C'est simple. Donc, un objet est l'entité manipulée par une action. Si on revient à notre recette, si je dis par exemple laver les oranges, donc l'action c'est laver. Je lave quoi? Je lave les oranges. Donc l'objet, c'est les oranges. Donc l'entité manipulée par l'action, c'est les oranges par exemple. Donc on va dire que les oranges sont des objets. Alors en informatique, on distingue deux classes d'objets. Il y a ce qu'on appelle les constantes et les variables. Je prends un exemple, une action, S égale A plus 2. Alors, dans cette action-là, je manipule trois objets. Deux objets variables, le A et le S, et un objet constant qui est le 2. Donc, ça, c'est les éléments que je manipule dans cette action-là. Les variables, donc, ce sont des inconnus, comme en mathématiques, donc on utilise des variables, et on va voir qu'il y a une différence entre la variable informatique et la variable mathématique. Et là, j'ai une constante. Donc là, j'ai deux objets variables et un objet constant. Alors, on peut se poser la question, c'est votre droit, quelle est la différence entre une variable et une constante? Pourquoi je fais la différence entre les objets constants et les objets variables? Alors, un objet de classe variable, il peut changer de valeur dans l'algorithme. Ça veut dire, lorsqu'on passe à l'exécution des différentes actions pour passer des données au résultat, les objets qu'on manipule, s'ils sont de type variable, ils vont changer de valeur tout au long de cet algorithme-là. Donc, elles peuvent être modifiées. C'est exactement comme les oranges, par exemple. Donc, on manipule les objets, ou bien l'objet orange dans l'algorithme de préparation du jus. Donc, on a vu que, à travers les actions qu'on avait exécutées, l'orange, donc, elle subit plusieurs actions, et à chaque fois, elle change de valeur. Donc, l'objet qu'on manipule, c'est orange, mais au début, elles étaient des unités d'orange, ensuite coupées, ensuite pressées, ensuite diluées avec le miel ou avec les dattes, ainsi de suite. Donc, en arrivant à la fin à liquide. Donc, vous avez vu que l'orange elle a subi des modifications. Alors, les objets qui peuvent changer de valeur durant l'algorithme sont appelés des objets variables. Par contre, un objet de classe constante, il garde la même valeur pendant toute l'exécution de l'algorithme. Par exemple, si je prends les outils qu'on avait manipulés dans l'algorithme de préparation du jus, le couteau par exemple, ou la presse, ou n'importe quel outil qu'on avait utilisé. Donc, une fois qu'on termine l'opération, l'algorithme, est-ce que le couteau va changer? Non. Est-ce que la bouteille va changer? Non. Donc, ce sont des objets constants. Ça veut dire qu'ils ne changent pas de valeur
durant l'exécution de l'algorithme. Quelles sont les caractéristiques d'un objet en informatique? Lorsqu'on parle d'objet, il a des caractéristiques qu'on va utiliser dans notre algorithme. Alors, tout objet est caractérisé par 3 choses. Premièrement, le nom. Le nom de l'objet. C'est ce qu'on appelle un identificateur. Donc, en informatique, on l'appelle un identificateur. Il permet d'identifier l'objet. Ça veut dire que lorsqu'on manipule les actions, lorsqu'on manipule les objets à travers les actions, donc on ne va pas utiliser des noms inconnus, mais je dois définir un nom pour chaque objet. De telle sorte que lorsque je vais dire par exemple presser les oranges, donc là j'ai donné le nom, je le connais, c'est les oranges. Mais lorsqu'on est en informatique, donc on doit donner un nom à chaque objet. Ensuite, on a le type. Si vous vous souvenez, donc on avait dit que les étapes de résolution, on définit les données, leurs caractéristiques et leur type. Le type, c'est quoi en informatique? C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre un objet. C'est un domaine de définition. Si je fais la comparaison avec les mathématiques, donc le type d'un objet revient à définir son domaine de définition. Par exemple, je vais dire que je vais manipuler un objet réel, un objet entier, un objet de type caractère. Si je dis c'est un réel, ça veut dire que le domaine de définition, son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Si je dis que je vais utiliser un objet de type entier, donc ça veut dire que son domaine de définition, c'est l'ensemble des entiers. Enfin, une valeur. Tout objet possède une valeur, mais c'est une valeur instantanée. Ça veut dire à un instant donné, il a une certaine valeur. Il peut changer de valeur. Par exemple, on a dit que si l'objet est de type variable et de classe variable, il peut changer de valeur le long de l'exécution. Donc la valeur d'un objet, elle apparaît au moment de l'exécution. Le nom et le type. Donc avant de commencer l'exécution, on doit avoir le nom et le type, mais la valeur ne peut être connue qu'au moment d'exécution et elle peut changer de valeur si l'objet est variable et elle est constante si l'objet est de type constant. Bien, exemple, je prends la variable ou bien l'objet que je donne, le nom de c'est âge. Le type de âge, un âge de n'importe quelle personne, donc c'est un entier. On ne peut pas dire que une personne a 1,3, je sais pas, an. Donc le type c'est entier. On dit toujours que c'est une personne, j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. On ne va pas entrer dans les détails, 2 ans, 3 mois et 4 jours, ainsi de suite. Et une valeur. Par exemple, la personne, elle a 18 ans. Donc là, je définis le nom, âge, son type c'est un entier, sa valeur actuellement c'est 18. Alors, on a dit que ça s'appelle un identificateur, le type c'est clair. Donc, ce sont des types connus, on va voir après, entier, réel, des caractères, ainsi de suite. La valeur, ça dépend du domaine de définition. Mais si je vois le nom ici, c'est un identificateur. Comment je vais nommer? Est-ce qu'il y a des règles? Exactement. Donc, on a des règles de construction des identificateurs. Ça veut dire qu'on ne va pas choisir le nom n'importe comment. On doit suivre quelques règles. C'est très simple, c'est des règles très simples. Une fois qu'on va les connaître, ça devient une habitude pour n'importe quel informaticien. Alors, un identificateur, donc, il doit respecter certaines règles de construction. Première règle, il doit être formé des caractères de l'alphabet, de A à Z, majuscule, ou bien de A à Z minuscule. Il peut être constitué de chiffres, de 0 à 9, et
du caractère souligné, ou bien ce qu'on appelle le tiré de 8. C'est tout ce qu'on peut utiliser comme symbole dans le nom d'un objet ou bien dans un identificateur. Donc, les caractères de l'alphabet de A à Z, qu'elles soient minuscules ou bien majuscules, les chiffres de 0 à 9 et le sous-tiré ou bien le tiré du 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser par exemple le point d'exclamation, le point d'interrogation, le point, l'espace, les différents autres symboles, donc on ne peut pas les utiliser pour former notre identificateur. Deuxième règle, l'identificateur il peut être au moins un caractère. Ça veut dire que je peux avoir un nom, un identificateur qui est composé d'un seul caractère. Troisième règle, c'est que le premier caractère, il doit être une lettre. Je ne peux pas commencer un identificateur par un chiffre. Donc il doit être une lettre, de A à Z, que celle soit majuscule ou bien minuscule. Exemple d'identificateur correct et d'identificateur incorrect. Par exemple, si je prends ces noms-là, TTC, GR3, majuscule, minuscule, secte, section, nom sous-tiré ET, note sous-tiré 1, sous-tiré 2, sous-tiré 3, X, un seul caractère, Y, tout ça, ce sont des identificateurs corrects. Ils respectent les règles de construction. Identificateur incorrect, par exemple, si je commence par un chiffre, 9TH, il est incorrect. Si j'utilise un espace entre GR et 3, donc ça c'est incorrect. Je ne peux pas avoir un identificateur avec un espace. S, point d'interrogation, non. Hada, ce n'est pas un caractère accepté dans les identificateurs. Le caractère moins, ce n'est pas le sous-tiré. Le moins, Hada, il est rejeté. Donc, je ne peux pas dire que ça consiste en un nom. C'est simple. Pourquoi? Parce qu'on va voir après, Hada, c'est un opérateur de soustraction. Donc, je vais avoir une confusion. Est-ce que nom moins ET, ça veut dire que c'est le nom tout seul, c'est un identificateur d'un objet, moins le deuxième ID, ou bien c'est un seul. C'est pour ça qu'on rejette ce symbole-là dans les identificateurs. Je termine par quelques remarques. Alors, de préférence, choisir des noms significatifs. Vous n'avez pas vraiment, une fois qu'on a respecté les règles, vous avez le choix de définir le nom avec n'importe quelle manière que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous respectez ces règles-là. Mais de préférence, on va voir après lorsqu'on construit des algorithmes, de préférence que ces noms-là soient significatifs. Ça veut dire pour que vous puissiez lire votre algorithme d'une manière à l'aise. Par exemple, si je veux calculer la somme de deux variables, donc je vais dire par exemple somme, une variable somme, un objet somme. Et non pas dire par exemple n'importe quoi. Je l'appelle à la limite S, qui veut dire somme. Mais je ne veux pas dire par exemple je le nomme Z. Vous pouvez le nommer Z, le résultat de la somme, mais il n'est pas significatif. Donc il vaut mieux dire par exemple somme ou bien S. Certains mots ne peuvent pas être utilisés. On va voir après, lorsqu'on va avancer dans le cours, qu'il y a des mots, ce qu'on appelle des mots clés, ou bien des mots réservés. Alors dans ce cas, on ne peut pas les utiliser comme des noms d'identificateurs. Justement, c'est parce que, n'oubliez pas qu'on va utiliser une machine, donc notre but c'est d'apprendre, de faire apprendre à la machine comment elle exécute, donc on doit lui donner des ordres, et donc on ne va pas lui mélanger les mots réservés avec les mots des objets qu'on va manipuler. Là, on va le voir en détail après. Une dernière remarque, ou bien l'avant-dernière remarque, c'est éviter les noms lents. C'est très lourd à manipuler, donc on va utiliser des noms moyens. Donc je ne vais pas dire se limiter à un caractère, parce que ça devient loin de la signification. Mais ce n'est pas la peine d'aller à des noms très longs. Bon, il y a quelques langages qui limitent la longueur des noms d'identificateurs, mais d'autres non. Bon, mais un conseil, évitez les noms longs. Enfin,
il y a ce qu'on appelle la sensibilité à la casse. Sensibilité à la casse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que le programme qu'on va utiliser, il fait la différence entre les caractères majuscules et les caractères minuscules ou pas? Donc il se dit de tout programme qui fait une distinction entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Ça veut dire que si je vais écrire TTC en majuscule ou bien T minuscule C, est-ce que c'est la même chose? Alors si on dit que le programme il est sensible à la casse, ça veut dire qu'il fait la différence. Ce n'est pas le même nom. TTC majuscule avec T minuscule C, ce n'est pas le même objet. Pourquoi? Parce qu'il est sensible à la casse. S'il n'est pas sensible à la casse, donc il ne va pas faire de différence entre les caractères majuscules et les caractères minuscules. Al-Hada, vous allez le voir surtout les langages de programmation. Il y a des langages qui sont sensibles à la casse et d'autres qui ne sont pas sensibles à la casse. Le C, par exemple, il est sensible à la casse. Donc, si vous déclarez TTC en majuscule ou bien TT minuscule C, ce sont deux noms différents. Mais si je prends par exemple le Pascal, il n'est pas sensible à la casse. Donc, si vous déclarez TTC tout en majuscule ou bien un caractère ou les deux en minuscule, il va dire c'est le même nom pour moi. Dire TTC tout en majuscule ou bien un caractère minuscule, c'est exactement la même chose. Alors, en algorithmique, on n'a pas ce problème-là. Donc, on n'est pas sensible à la casse. Ça veut dire qu'en algorithmique, vous pouvez mettre des caractères majuscules, minuscules, vous les mélangez, ça n'a aucun effet sur la définition, bien le nom de l'objet. Donc en algorithmique, on n'est pas sensible à la casse. Ça veut dire que, faites attention, mais lorsque vous passez en programmation, si vous utilisez le C par exemple, il est sensible à la casse. Ça veut dire qu'il faut faire attention lorsque vous définissez les noms des objets. Voilà, je termine ce cours, le premier cours sur le langage algorithmique. On va se revoir dans la prochaine vidéo.